dans l'unité de médecine du sport de la Tour. Et puis, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. J'ai vu que certains, vous étiez déjà à la première conférence, donc c'est bon, vous avez déjà fait l'échauffement, donc ça devrait jouer. Et puis, on voulait parler un petit peu du froid. Alors, ça n'a pas été super d'actualité cet hiver, parce qu'on n'a pas vraiment eu beaucoup de froid, quoique ces derniers jours un petit peu. Mais c'est vrai qu'on a souvent des questions sur, dès que les températures commencent à descendre un petit peu, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ose faire du sport? Est-ce que ça a des conséquences? Quel risque on prend finalement? Et puis comment on doit faire, quoi? Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, qui c'est ici qui fait régulièrement du sport à des températures aux alentours de 0 degré? D'accord, donc environ la moitié de la salle ici. Et puis dans ceux qui ont levé la main, là, qui c'est qui trouve que c'est un problème et puis vous hésitez un petit peu? Ok, quand même. Non, une personne. Deux, ok. Alors on verra après pourquoi, etc., quel problème vous ressentez. L'idée, c'est que je vous présente quelques points clés. Puis après, on peut discuter. Et puis surtout, n'hésitez pas à interrompre. On fait comme à l'école, vous levez la main, puis je vous donne la parole, quoi. Alors, pour commencer, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, le chaud est beaucoup plus un problème que le froid pour faire du sport. D'accord? En termes de physiologie, en termes de ce qui peut se passer, etc. Donc, c'est plus compliqué de se préparer si on veut faire du sport dans le chaud. Quand je dis le chaud, on va dire 30 degrés et plus, ou bien quand il y a peut-être 25 degrés, mais beaucoup d'humidité, parce que l'humidité renforce l'effet de la chaleur. On pourra en parler éventuellement un peu. Mais bon, on est là pour parler du froid. L'humain, il est beaucoup mieux équipé, si on veut, pour lutter contre le froid pendant l'effort. Okay, donc ça, c'est déjà plutôt rassurant. Alors la physiologie, on va en parler un petit peu, ça compte, mais il y a le côté psychologique qui est aussi très important. C'est-à-dire comment est-ce qu'on aborde le froid. Ça, c'est un point fondamental. Et puis, le point 4, c'est que le froid pourrait avoir même des vertus. Qui c'est ici qui pense que le froid, en fait, peut être bénéfique? Voilà. Donc, une bonne moitié de la salle, en tout cas. Et alors, on peut avoir différentes visions de pourquoi le froid, ou expériences de pourquoi le froid pourrait être bénéfique. On va pouvoir en parler un petit peu. C'est un peu à la mode, c'est clair, de se mettre dans le froid puis de faire des respirations et des choses comme ça. Certains auront peut-être reconnu un personnage hollandais assez intéressant, mais on en parlera tout à l'heure. Point 5. Et ça, c'est important quand même. Si on fait du sport, on est dans le froid, on a envie d'aller s'entraîner dans le froid, mais on ne se sent pas bien. On est anormalement essoufflé. On est fatigué, on ne comprend pas pourquoi. On a des douleurs dans la gorge ou dans la poitrine, ou on fait un malaise. On ne discute pas. On prend conseil. D'accord? Soit c'est votre médecin, soit c'est les amis autour, enfin vous demandez et tout, mais a priori, il faut vérifier ça parce que ce n'est pas tout à fait normal. Alors là, je ne parle que de froid, mais il faudra quand même qu'on catégorise un petit peu c'est quoi le froid. Parce que certains vont dire, oh, mais à 12 degrés, moi, j'ai froid. Puis d'autres, à moins 10, ils vont dire, peanuts. Ok, donc 2 éléments fondamentaux. Physiologie, et je ne vais pas vous faire un cours de physiologie, ce n'est pas le but, mais quand même qu'on comprenne un petit peu de quoi on parle, comment le corps il fonctionne, comment il s'adapte. Et puis deuxième élément, c'est santé. Parce qu'on est tous là finalement pour se faire du bien à sa santé. Et ça c'est quand même fondamental, c'est le premier point, c'est que j'imagine que vous êtes là pour apprendre des choses qui peuvent vous aider à vous faire plaisir en pratiquant de la course à pied, de la marche, etc., mais dans un but de santé. La performance, ça vient après. Et il y a un autre point qui vient influencer un petit peu tout ça, c'est nos comportements. C'est comment est-ce qu'on aborde un challenge, une situation, une motivation ou une démotivation par rapport au froid notamment. Et notre comportement fait toute la différence. Et là, je rebondis sur ce que je disais avant, l'aspect psychologique qui est hyper important. Alors, la physiologie, c'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Alors, qui c'est qui se souvient de tout sur la thermorégulation qu'ils ont appris à l'école? Voilà, moi non plus, j'ai dû régulièrement quand même replonger un petit peu là-dedans, mais finalement, on va faire la thermorégulation pour les nuls. Donc, c'est simple, le corps, soit il gagne de la chaleur, soit il perd de la chaleur. Là, on part du corps humain, on pourrait parler de tout autre élément en termes de thermorégulation, mais c'est vraiment une question de gain de chaleur ou perte de chaleur.
Et vous savez que notre corps, il est assez fantastique, mais il a quand même besoin d'être à une température assez stable. Hein, on n'aime pas trop quand la température corporelle change autour de 37 degrés. Hein, dès qu'elle arrive au-dessus de 38, on commence à... on n'aime pas trop, on a un petit peu de fièvre. Et puis, en général, c'est nous qui sommes mal. Par les temps qui courent, si vous êtes au-dessus de 38, c'est tous les gens autour de vous qui vont être mal. Si vous êtes en dessous de 37, ça va un petit moment, mais dès qu'on commence à descendre au-dessous de 35 de température corporelle, ça commence à faire aglagla et on parle de l'hypothermie. Et là, il peut y avoir d'autres conséquences. Donc ça, c'est les éléments de base. Donc l'homéostasie de la température. Alors comment le corps il régule la température, ou plutôt comment se font les échanges de chaleur? Il y a différents moyens qu'on a d'être refroidi ou réchauffé, mais là on parle de refroidi. Si vous êtes, comme Jon Snow, allongé dans la neige, en contact avec une surface froide, vous allez échanger de la température avec la surface contre laquelle vous êtes. Si elle est froide, vous allez donner de la chaleur à la neige, parce que le corps il pense qu'il va pouvoir équilibrer, puis il va pouvoir mettre la neige à la même température que le corps. En gros, c'est ça. Hein. C'est vraiment des échanges de chaleur qui se font comme ça. Et donc, vous allez rapidement perdre de la chaleur si vous êtes allongé sur une surface froide. Alors, c'est bien pour se mettre puis faire les anges un petit moment, mais après, il faut quand même vite se relever. Donc ça, c'est un problème. Et évidemment, dans les avalanches, ben, c'est clairement une des problématiques d'échange de température assez rapidement. On appelle ça la conduction solide. Okay. Alors bon, vous ne faites pas Game of Thrones et vous n'êtes pas allongé dans la neige en principe, mais par contre, si vous êtes à un entraînement, et puis admettons que vous êtes en attente, parce que voilà, il y a un groupe, et puis tout ça, puis vous vous adossez contre un mur, et régulièrement on a un mur de béton au bord d'un stade, par exemple, ou comme ça, et puis vous êtes là, puis vous êtes appuyé contre le mur, et le mur il est à 5 degrés, il est froid et tout ça, puis vous restez tranquille comme ça. Vous allez donner de la chaleur au mur, autrement dit vous allez en perdre. Et ça vous met un petit peu plus direction l'hypothermie corporelle, donc pour votre réchauffement, ben, c'est ça de perdu. Il va falloir remonter cette température de temps en plus. Okay. Ça, c'était la conduction. Maintenant, la convection, phénomène physique, c'est la perte de chaleur quand on a un gaz qui vient s'échanger avec nous, donc un vent. Donc là, quand vous courez dans le vent, eh ben, vous perdez pas mal de chaleur. Si vous êtes à une température de 0 degré, qu'il n'y a pas de vent, vous le savez bien, vous le ressentez, vous l'avez déjà ressenti. S'il n'y a pas de vent, bah ok, c'est froid, vous allez perdre un peu de chaleur. Mais s'il y a du vent, eh ben, il va vous piquer beaucoup plus de chaleur. Parce qu'à chaque fois que l'air passe sur vous, hop, il pique un peu de chaleur, il pique un peu de chaleur. Et puis vous, eh ben, vous baissez votre température corporelle. Et ça, c'est ce qu'on appelle la convection. Donc courir contre un vent froid, ou avec le vent froid dans le dos, c'est un peu la même chose. L'effet est pratiquement similaire. Donc ceux-là, ils ne sont pas super bien dans leur course, là, pas seulement parce qu'ils perdent de la chaleur, mais ils perdent l'équilibre aussi, quoi. Et puis la convection, ça peut se faire avec un liquide aussi. Hein, s'il pleut et que vous êtes mouillé, vous allez perdre beaucoup plus de chaleur. Ou bien si vous courez dans un truc comme lui, là, eh ben, vous allez perdre beaucoup de chaleur. Techniquement, entre l'air qui vous pique de la chaleur et l'eau qui vous pique de la chaleur, il y a 26 fois de différence. C'est-à-dire que dans l'eau, vous perdez 26 fois plus vite de la chaleur. Ouais, donc, du coup, courir dans l'eau, c'est pas top. Mais ça, on le savait déjà. Mais courir détrempé, c'est pas top non plus. Parce que là, vous perdez vite de la chaleur. Ça ne veut pas dire que c'est un problème de courir avec la pluie, on est bien d'accord. Le comportement va influencer sur qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, donc ça, c'était les trois moyens principaux, disons, que quand vous faites du sport à l'extérieur, vous allez perdre de la chaleur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se protège. Ah, il faut se protéger, il faut éviter les surfaces froides, donc il ne faut pas trop s'appuyer contre des surfaces froides, pas trop longtemps. Il faut vous protéger du vent, bonnet, gants, veste coupe-vent, etc. Ou bien faire une couche isolante. C'est quoi une couche isolante? Dans vos habits, c'est quoi une couche isolante? Un t-shirt, c'est pas super bien isolant. Pardon? Alors une veste coupe-vent, donc un truc fin mais qui est un petit peu flappy comme ça, puis qui permet de couper le vent, ça c'est pas mal, c'est pas vraiment une couche isolante. Une couche isolante, ouais, Gore-Tex c'est plutôt pour les liquides, ouais. Mais ouais. C'est pas donc un habit qui laisse quand même un espace assez grand pour garder de l'air chaud. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est un habit qui
qui permet de garder un petit peu de l'air entre ces mailles. Et cet air, vous le réchauffez parce qu'en fait, votre corps il dégage tout le temps de la chaleur. Et puis du coup, ça vous fait une couche d'isolation chaude. Et vous savez que si vous portez des trucs avec... alors, typiquement, c'est la doudoune avec des plumes. Si vous courez avec, vous allez vite avoir méga chaud. Parce que ça marche tellement bien qu'en fait, vous n'avez pas fait tellement le bon choix. Il y a des gens qui courent avec des doudounes, on les voit des fois. J'ai envie des fois de les arrêter et de dire, attendez, on s'assied, on va parler de thermorégulation. Mais en principe, ils sont tellement en train de transpirer qu'ils ne sont pas prêts à écouter. Troisième point, ne soyez pas trempés jusqu'aux os. Parce que le contact avec de l'humidité va vous faire perdre de la chaleur. Donc des vêtements transpirants d'un côté qui permettent l'évacuation de la transpiration. Et puis d'un autre côté, des vêtements qui sont imperméables, qui ne laissent pas passer la pluie. Donc ça, c'est des couches superficielles qu'on peut avoir qui retiennent la pluie. On va parler peut-être un peu de l'habillement, mais vous connaissez certainement un peu ça. Donc ça, c'était un peu la physiologie. Puis la performance, alors finalement, qu'est-ce qui se passe quand on est dans le froid avec la performance? Est-ce qu'on court mieux dans le froid ou moins bien? 0 degré versus 25 degrés. Où est-ce qu'on va courir mieux? Ah non, j'ai dit 0 versus 25. Alors, qui c'est qui dit que dans 0, on va plus vite que dans 25 degrés? Qui c'est qui dit qu'à 25 degrés, on va plus vite? Ouais. Donc, il y a 2 personnes qui disent pour 25 degrés, le reste sont tous pour 0 degré. Mais vous avez tous tort. Parce que ça dépend de la distance. D'accord? Sur un 100 mètres, aucun doute, à 25 degrés, vous allez être plus rapide. Sur un 1 km, à 25 degrés, vous serez plus rapide. Sur un 5 kg, on peut discuter. Sur un 10 kg, à 0 degré, vous serez probablement plus rapide. Après, on n'a pas parlé de l'humidité. S'il y a 25 degrés, il y a beaucoup d'humidité, là, ça ne va pas aller. Vous allez être moins rapide. Donc, c'est un peu compliqué, mais ouais. Toujours est-il que quand on est vraiment dans le froid, et là, on va parler 0 degré et moins, eh ben, on a une baisse de la fonction musculaire. C'est-à-dire que les muscles qui se contractent moins bien, on génère moins de force. Donc, les muscles, ils n'aiment pas le froid. Tous les records du monde de sprint, ils ont été faits dans des meetings d'athlétisme où c'était 25 ou 30 degrés. Moi, je m'occupe d'Athletissima à Lausanne, le meeting de la Diamond League, j'y suis chaque année. Et puis, quand il fait 30 degrés, tout le monde dans les tribunes, tout le monde comme ça, les athlètes, ils sont yes. Parce qu'eux, ils savent que, les sprinteurs surtout, je ne dis pas le 5000 mètres, mais tous les lancers, les trucs explosifs et tout ça, quand la température elle est élevée, eh ben, la performance elle est meilleure, c'est garanti. Il y a moins besoin de s'échauffer, les muscles sont déjà plus à température de fonctionnement optimale, donc ça va bien. Avec le froid, c'est aussi, si les muscles fonctionnent moins bien, c'est parce que les nerfs qui donnent les impulsions pour contracter les muscles, ils sont un peu moins rapides. Le voyage de l'impulsion nerveuse depuis la moelle épinière jusqu'aux muscles est moins rapide. Et ça fait, vous l'avez déjà expérimenté, entre autres, si vous voulez taper sur le smartphone avec les doigts qui sont un petit peu gelés et dans le froid, ben vous êtes un peu moins bon. Vous faites plus de fautes et tout. Alors, il y a aussi les articulations qui, dès qu'elles bougent un peu moins bien, elles deviennent crispées, mais c'est aussi parce que la dextérité, vous la perdez à cause de la conduction nerveuse qui est moins bonne. Puis l'autre chose, le dernier point, c'est que dans le froid, votre métabolisme, il utilise les substrats énergétiques, donc là, d'où vient l'énergie, un peu différemment. Il a besoin de dépendre plus des sucres que des graisses. Et donc ça, c'est aussi une adaptation qui doit être faite un petit peu. Si vous faites des efforts prolongés dans le froid, vous allez plus rapidement utiliser vos sucres que si vous êtes dans une température plus élevée. Donc, souvent, si c'est juste pour faire un entraînement, ce n'est pas tellement un problème. Maintenant, si on a passé toute une journée dans le froid, ou bien une compétition longue, ou bien qu'on est resté dans le froid en attendant une course, ça arrive assez souvent, eh ben, des petits snacks qui vous permettent de réalimenter en glucides sont quand même importants. Ils le sont toujours, on va dire, à l'approche d'une course, si on passe 3-4 heures à attendre, parce que d'abord il y a les enfants qui ont couru, parce que, etc. Ben, on doit toujours se réalimenter, mais dans le froid, c'est encore plus important. Alors, quelqu'un avait dit 10 degrés, la température optimale pour les records. Ben, j'ai mis 8 à 12 degrés. Donc, 10 degrés, vous aviez raison. Je ne sais pas si à Lucerne, il y avait 10 degrés au marathon, mais 10 degrés, c'est la bonne température. Et on voit, on a pas mal d'études qui montrent, en fait, ça c'est... Plus on est haut, là, plus les points, c'est des coureurs individuels, plus ils sont hauts, plus ils ont couru vite. Et plus ils sont bas, moins ils ont couru vite. Et puis après, on fait une ligne un peu de moyenne, comme ça, puis on voit qu'entre 8 et 12 degrés,
les femmes, c'est leur zone optimale de performance. Mais il y a toujours des gens qui à 5 degrés ont fait leur meilleure performance, d'autres c'est plutôt à 20 degrés, etc. Chez les hommes, on a un peu plus un tir groupé, et puis surtout là-haut, de nouveau on est pile sur 10 degrés, c'est là où les courses ont donné les meilleurs records. Donc quand Eliud Kipchoge, quand il planifie donc le Kenyan qui a réussi à courir sous les 2 heures avec une cohorte de lièvres, dont Julien Vanders, le Genevois, qui l'a accompagné aussi, à Vienne l'année passée, ils ont eu une semaine environ pendant laquelle ils voulaient faire la course. Ils ont choisi le jour où ils s'attendaient à avoir 10-12 degrés. Il a même plu un petit peu, mais ce n'était pas un problème, ça pleuvinait, ça va très bien, ça refroidit aussi un peu, tant mieux. Donc ça, c'est les températures optimales. Okay. Alors quand on est en dessous de 10 degrés, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'entre 0 et 10 degrés, finalement, ça a peu d'effet sur l'entraînement, sur la capacité d'entraînement. Sur une compétition, à 0 degré, probablement vous serez moins bien qu'à 10 degrés, mais sur l'entraînement, ça ne pose pas un problème. Vous pouvez vous entraîner sans problème entre 0 et 10 degrés. Entre 0 et moins 10, si on n'est pas mouillé, parce que si vous êtes mouillé, vous allez perdre très vite de la chaleur. Donc si vous n'êtes pas mouillé, ça va se passer relativement bien. L'entraînement normal est possible. Il faut s'échauffer plus longuement. D'accord? Il faut monter un peu cette température musculaire pour que la vitesse des nerfs et pour que la contraction musculaire soit plus efficace, que vous soyez un peu moins rouillé. Mais ça, vous le savez, vous le vivez quand vous courez et puis qu'il fait moins 5. Alors quand je dis qu'il faut faire un échauffement un peu plus long, ça ne veut pas dire il faut faire ça plus longtemps. D'accord? Parce que ça, ce n'est pas un échauffement. Okay? Et là, il faut qu'on soit vraiment très très au clair, parce que échauffement, ça veut dire chauffer la machine. Pour chauffer la machine, il faut faire bosser les muscles, et ça fait chauffer un petit peu la machine. Courir, ça fait chauffer la machine. Bouger un petit peu, ça fait chauffer la machine. D'accord? Donc là, j'ai monté de 0,1 degré peut-être la température de certains muscles. Si déjà je suis à 35,5, 36 parce que j'étais dans le froid avant le début de l'entraînement, parce qu'on a un groupe et puis que j'ai attendu, parce que moi je suis arrivé à l'heure et puis qu'il y en a qui sont arrivés 15 minutes après, la température du corps, elle descend, elle descend, elle descend. Et après, il faut la remonter, il faut chauffer. Alors déjà, quand on est à moins 10, il faut prendre le temps de se chauffer. Ça veut dire que de toute manière, quand vous faites un échauffement, minimum 5 minutes, il faut que vous puissiez monter un petit peu votre fréquence cardiaque, faire l'échauffement. Ça peut se faire en partant en courant. Hein. Sauf que si vous voulez courir à 6 minutes au kilomètre, les premières 5 minutes, vous les faites à 6,30, 7 minutes au kilomètre. Comme ça qu'il faut faire. Et quand il fait froid, il ne faut pas hésiter à prendre plus de temps. L'habillement, il est hyper important. Entre moins 10 et moins 20, ce n'est pas souvent le cas chez nous, hein, on n'est pas au Canada, mais là, c'est la respiration qui va souvent poser un problème. Alors ça arrive qu'on approche des moins 10 et tout, puis vous savez, ce n'est pas évident parce que ça va brûler la gorge. Un foulard, comme ça, ou bien un tour de cou fin que vous mettez au-dessus jusqu'au nez, et puis qui filtre et chauffe un tout petit peu l'air. C'est magique. Ça marche hyper bien. Il y a des gens qui disent « Ah non, mais moi j'étouffe dans ce truc. » Non, non. On se calme. Il faut s'habituer. Ça marche très très bien. Si vous étouffez, c'est parce que vous êtes parti trop fort. Donc il faut quand même respecter l'échauffement tranquille. Mettez le petit foulard devant. Ça va bien filtrer l'air et ça va aider à réchauffer. En dessous de moins 20, c'est à vous de voir. Hein. Ça, c'est... Là, le psychologique va jouer un rôle. C'est clair qu'il y a plus de risques sur les poumons, sur le cœur, qui soient mis à mal. Et si vous avez déjà des problèmes de respiration ou des problèmes cardiaques, il ne faut surtout pas vous aventurer à aller faire du sport dans ces conditions-là. Ouais. Mais ça veut dire qu'au-dessus de moins 10, le fait de respirer de l'air très froid, c'est pas du tout mauvais. C'est pas du tout mauvais, mais je ne suis pas arrivé à l'aspect santé encore. D'accord? Mais a priori, si vous êtes en bonne santé, ça va peut-être brûler un petit peu, vous allez être un peu inconfortable, mais si vous laissez chauffer tranquillement, puis vous respirez calmement, vous essayez un peu plus de respirer par le nez, ça va marcher mieux. Alors on y arrive, santé. Je ne sais pas ce qu'elle fait là, mais bon. Alors, premier point, déshydratation. Avec le froid, on se déshydrate. Pourquoi? Parce que l'air froid, il est souvent sec. Et quand il est sec, vous devez l'humidifier. Votre corps, il doit l'humidifier pour qu'il arrive dans les poumons. En passant à travers la bouche, la gorge et jusqu'aux poumons, il est humidifié. Et c'est le corps qui l'humidifie.
Donc, c'est les muqueuses à l'intérieur des bronches qui vont donner de l'eau du corps pour humidifier un peu l'air. Donc, on perd de l'eau. Puis quand vous expirez, ben, souvent il y a un petit nuage qui se fait, et puis ça, c'est des gouttelettes d'eau. D'accord ? Donc si quand il fait froid, vous expirez, puis qu'il y a un petit nuage, ne laissez pas les gens vous dire « Ah, c'est du virus !» Je sais pas quoi. C'est juste de la vapeur d'eau. La soif, elle est moindre dans l'effort, donc on boit moins. La production d'urine, elle est augmentée. Donc on filtre un peu plus dans le rein, on a plus souvent besoin d'aller faire pipi, donc on se déshydrate. Et puis dernier point, on transpire quand même. On ne s'en rend pas tellement compte, mais quand on bouge, eh ben, on produit quand même de la chaleur et puis elle est quand même évacuée. Ça, c'est la transpiration. Et même si on ne s'en rend pas compte, on transpire. Donc dans le froid, on peut se déshydrater assez facilement. La respiration, c'est le point fondamental. L'air froid et sec, il est irritant pour les bronches. D'accord ? Donc si vous sortez, vous êtes tranquillement à la maison, vous êtes habillé, etc., vous ouvrez la porte, moins 10, on y va en cours, ça va serrer et vous risquez d'avoir les bronches qui prennent assez vite. Si vous avez de l'asthme, ça c'est encore une autre aventure. D'accord ? Pour ceux qui ont de l'asthme avec le froid et l'air sec, eh ben, ça va être beaucoup plus un problème. Dans les sports de compétition, par exemple le ski de fond, on a environ 50% des athlètes au ski de fond qui ont des problèmes respiratoires avec le froid, qui sont aidés par les médicaments contre l'asthme. C'est une forme d'asthme provoquée par l'effort et le froid. Alors on dit « Ah, ils sont tous dopés !» C'est pas vrai. Certains le sont, c'est clair. Mais ils ne sont certainement pas tous dopés. Il y a physiologiquement, avec le froid, une aggravation des spasmes des bronches qui sont comme de l'asthme à l'effort. D'accord ? Donc il ne faut pas trop leur tirer dessus quand ils sont là avec leur spray avant les courses parce qu'ils ont vraiment besoin de ça. Souvent. Et s'ils ne font pas du sport de haut niveau et de compétition, ils n'en auraient peut-être pas besoin. Mais voilà. Donc c'est ça que je veux dire, l'asthme, il est plus marqué. Si vous avez de l'asthme qui d'habitude va bien, vous courez, il fait 15 degrés, ça va, vous n'avez même pas forcément besoin d'un spray ou quelque chose, sauf quand il y a les pollens, éventuellement. Mais l'hiver, ça peut être aggravé. Et là, chacun réagit différemment. Donc ceux qui sont très affectés par ça, ils ont besoin de leurs médicaments pour l'asthme, mais le foulard, peut-être déjà à 0 degré, ils en ont besoin, parce que ça va aider à filtrer un petit peu l'air. Donc ne mettez pas un masque médical, ce n'est pas une bonne idée. Bien. Et puis après, il y a le cœur. Et là, on rentre dans les vrais problèmes de santé. Je ne dis pas que l'asthme, ce n'est pas un vrai problème de santé, il faut faire attention avec l'asthme. Si on en a, on doit être traité, on doit savoir ce qu'on fait, etc. Mais le cœur, c'est des problèmes de santé qui sont masqués souvent. C'est qu'à 40, 50 ans, par exemple, tout va bien, on fait du sport, on n'a pas notion qu'on a éventuellement un problème cardiaque. Et c'est vrai qu'après 50 ans, souvent, beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes, on peut déjà avoir des petits problèmes sur les coronaires, un peu des plaques. Peut-être qu'on a du cholestérol, on ne le sait pas. Peut-être qu'on a de l'hérédité, on le sait souvent. Donc ça peut être un facteur de risque. Peut-être qu'on a une pression qui est un petit peu limite, la pression artérielle. Et puis avec le froid, tout ça, la pression artérielle et la charge sur le cœur, la demande métabolique sur le cœur, elle est augmentée. Et puis si on a déjà un petit cumul de tout ça, ça peut faire des fois qu'il y a un spasme sur les artères coronaires et ça peut amener à ce qu'on appelle un infarctus. Alors le but, ce n'est pas de faire peur en disant ça ici. Ça reste quand même rare, mais on a beaucoup plus d'infarctus à des températures à 0 et inférieures qu'à 10, 20, 30 degrés lors des efforts. D'accord ? Pendant l'hiver, il y a une recrudescence, surtout quand il y a des grosses neiges qui tombent. Pourquoi ? Parce que souvent, monsieur va sortir avec la pelle et puis il va faire une demi-heure de pelletage de neige. Et puis monsieur est beaucoup plus à risque que madame au niveau des coronaires. Et puis s'il a 45, 50, 60 ans, eh ben, c'est dans ces situations-là qu'on a plus facilement des problèmes d'artère coronaire. Donc voilà, il faut en être conscient. Ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer madame pelleter la neige, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ça veut dire que d'abord, peut-être qu'il faut s'échauffer avant de le faire, et puis il faut faire des pauses, et puis il ne faut pas être trop intensif quand on le fait. Et puis voilà. Évidemment, pour le jogging, c'est pareil, quoi. La fréquence cardiaque, elle va monter plus haut dès qu'il fait froid. D'accord ? À cause de cette demande du métabolisme qui est différent, de l'utilisation des sucres qui est plus importante, de l'efficacité musculaire qui est un peu moindre, votre fréquence cardiaque, pour une vitesse similaire, va être un peu plus élevée. Donc si vous êtes scotché à votre montre, puis que vous regardez vos fréquences cardiaques et que vous avez vos zones, vous n'allez pas comprendre.
Si d'habitude à 10 degrés, vous êtes à 145 pulses pour votre entraînement habituel, là vous allez être à 155. Donc ralentissez, faites votre échauffement bien, puis avec l'échauffement, vous allez stabiliser un petit peu les pulses qui seront quand même de toute façon un peu plus élevés à vitesse égale. Donc si elles sont plus élevées, ça ne veut pas dire qu'il faut vous caler sur une vitesse, il faut vous caler plutôt sur votre ressenti ou sur les pulses pour faire un entraînement équivalent à ce que vous souhaitiez faire au départ. L'oxygène, eh ben, c'est fondamental pour le cœur et pour l'organisme. Et puis c'est quand il vient à manquer au niveau du cœur qu'on fait un infarctus. Hein, pour les raisons que j'ai dit avant, parce que les coronaires se bouchent un petit peu, etc. Donc c'est clair que ça c'est une problématique. Il y a assez d'oxygène dans l'air, ce n'est pas un problème. Mais si les bronches se spasment un tout petit peu, vous êtes un petit peu plus à la peine au niveau respiratoire, il y a peut-être un petit peu moins d'oxygène qui va arriver au cœur. Le cœur souffre un petit peu plus à cause du froid déjà. Voilà, c'est un peu le scénario catastrophe. Hein. Et puis il y a une autre chose, c'est que ce qui se passe dans les artères ici, c'est que ça bouche. En fait, les globules rouges ils se bougent puis ils font un caillot. Et puis quand c'est très froid, ben, les caillots peuvent se faire plus facilement. Donc tout ça, ce que je vous montre, c'est le scénario catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Ben, tout simplement, c'est ce que je vous ai dit au départ, le point 5, le point rouge de mes recommandations au départ. Si quand vous sortez faire une sortie dans le froid, vous sentez tout d'un coup quelque chose qui ne va pas, ça serre un petit peu, vous avez une douleur, ça vous prend à la gorge un peu trop, vous ralentissez, voire vous arrêtez, puis si c'est encore là, vous consultez. Si ça vous arrive quelques fois de manière répétée, puis quand vous êtes arrêté de courir, c'est passé, mais qu'à chaque fois ça revient, vous vous dites « ok, c'est pas normal » et vous consultez votre médecin traitant parce que ça, il faut quand même clarifier. Surtout si vous êtes un homme après 40 ans, je dirais. Mais ça touche aussi les femmes, elles ont moins de maladies coronariennes que les hommes, mais il faut quand même aussi s'en inquiéter. Bon, le cœur, on arrête de catastropher avec le cœur, parce que ça reste quand même rare. Et puis, il faut savoir aussi que plus on est entraîné, je reviens juste là-dessus, plus on est entraîné, moins tout ça, ce cycle catastrophique, il est un problème. C'est quand on n'est pas entraîné et qu'on s'y met que c'est un problème, beaucoup plus. C'est même tellement beaucoup plus un problème quand on n'est pas entraîné que c'est 50 fois plus un problème. D'accord? Si vous êtes d'habitude au canapé, vous ne faites pas de sport, puis quelqu'un vous dit « viens, allez, on va faire du jogging », et puis c'est l'hiver, et puis il fait 0 degré. Et vous vous levez, et vous allez courir pour la première fois depuis longtemps, puis que vous avez un peu de risque cardiovasculaire, etc., vous êtes dans cette boucle pas mal. Si par contre vous êtes régulièrement entraîné, vous faites de l'entraînement à travers l'année, etc., vous avez jusqu'à 50 fois moins de risque que la personne que vous avez traînée hors du canapé. Donc, soyez sympa, traînez les autres personnes hors du canapé, d'accord? C'est hyper important parce que je suis convaincu que vous êtes tous convaincus par l'activité physique et l'importance du sport dans votre vie et votre santé. Donc prenez ceux que vous connaissez, vos amis, vos êtres chers, etc., avec vous pour faire de l'activité et les mettre en route, mais ne le faites pas le jour où il fait moins 5 et vous n'avez rien fait depuis longtemps. Ou alors si vous le faites, vous marchez, intensité basse. Parce que plus on est intense, plus le risque il est. Bon, les gelures, ça concerne plutôt les trucs en montagne, les randonnées, l'alpinisme, etc. Mais avec le trail, les trails blancs et tout ça, plus la mode de dire le froid, moi ça ne me touche pas, j'y vais en t-shirt et puis hop, pas de problème. Quand même, soyez un petit peu prudents. Les gants, c'est pas une mauvaise... c'est une bonne protection. Hein. Pas faire l'économie des gants. Et puis certains ont une circulation dans les doigts moins bonne que d'autres, donc ils sont plus exposés aux gelures. Donc les gants, c'est quand même assez nécessaire. Et puis, il faut savoir sentir un petit peu les choses. Hein. Si vous avez des doigts qui commencent à geler, puis vous remarquez une fois qu'il y a eu des bulles ou quelque chose, et puis c'est passé, ça veut dire que vous êtes sujet à faire des gelures. Et là, il faut demander conseil. Puis là, en principe, c'est plutôt les médecins du sport ou les gens qui ont l'habitude un petit peu des problèmes en expédition et tout ça. Ça reste quand même relativement rare. Bon, je ne vous ai pas barbé avec des tableaux jusqu'à maintenant, mais j'en ai juste un ici, pour vous montrer que la vitesse du vent et la température jouent des rôles associés. C'est-à-dire que, en fait, si on a une température de l'air à moins 10, le ressenti ou l'effet sur le corps en termes de température avec un vent à 5 km/h, ce n'est pas grand-chose, hein, c'est moins 13. Un vent à 50 km/h, alors c'est beaucoup, c'est moins 22. Mais si vous êtes un peu en altitude, vous êtes en montagne, et puis vous faites une rando, voire un trail en montagne, puis qu'il y a un peu de vent qui se lève, pensez que ça va faire un effet refroidissant beaucoup plus important. D'accord? Et là, c'est par rapport, les différentes couleurs, c'est par rapport au risque de gelure sévère. Donc bon, on n'est pas là, mais disons, c'est valable aussi
à la perte de chaleur. Hein. Donc le vent va faire quand même beaucoup plus de perte de chaleur. Et puis les bénéfices pour la santé. Alors là, on ouvre un peu la boîte à mythes, ou la boîte aux points d'interrogation, parce qu'on a plein de points d'interrogation. Et Wim Hof, que je mentionnais indirectement au départ, est un personnage assez fascinant. Qui c'est qui connaît? Ah, pas tellement de monde, ok. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai pas vu. Ouais, c'était bien? J'ai pas tout vu, mais il expliquait qu'avec la respiration, il arrivait à augmenter la température corporelle. Ouais. Ouais. Alors, il explique plein de trucs, mais on ne comprend pas tout ce qu'il explique. Mais ça ne veut pas dire qu'il est fou. Loin de là. Je pense qu'il a certainement, ce personnage, un métabolisme assez exceptionnel qu'il a façonné au fil des années, en commençant par se baigner dans les canaux d'Amsterdam toute l'année, qui sont très froids. Et il s'est adapté au froid. Et il est capable de résister au froid de manière à mettre vraiment un doute sur ce que moi j'ai appris dans mes livres de physiologie. Je peux les ressortir, et même ceux qui ont été publiés il y a 2 ans, ce qu'ils disent sur la capacité du corps à résister au froid immergé dans de l'eau froide, par exemple, ne joue pas avec ce monsieur. Et avec pas mal d'autres personnes qui s'y sont mises. Alors c'est à la mode. Hein. Qui c'est qui se baigne dans le lac l'hiver, tout l'hiver? On ose lever la main, ouais, d'accord. Il y a quelques personnes. Et puis, en fait, vous n'êtes pas mort. Bravo. Et le corps, il est capable de s'adapter pas mal. Est-ce que ça procure des bénéfices durables en termes de santé, de développer une capacité à tolérer le froid comme ça? On ne sait pas. Ceux qui le font disent tous, ensemble, oui. Je me sens mieux, je dors mieux, je me sens plus énergique, j'ai moins de douleur, je suis moins malade. En gros, je fais un peu le tour. Je suis moins dépressif, etc. peut-être. C'est un peu tout ce qu'on entend. On a très très peu de preuves par rapport à ça, voire quasiment pas, en termes scientifiques, des études qui nous montreraient que, etc. Mais à un moment donné, moi je suis un scientifique, hein, puis j'aime bien lire les études et j'aime bien savoir un peu les faits, comment ils sont. Mais il faut aussi savoir laisser les études de côté puis dire, ok, les gens le font. J'ai lu beaucoup de choses sur lui, dont ce bouquin-là, qui est très très bien, je vous le recommande, mais je ne suis pas sûr qu'il existe en français, mais en anglais en tout cas, pour ceux qui lisent, il est excellent. Parce qu'il a été fait par un type, Scott Carney, qui est une espèce de journaliste de l'extrême, comme ça, dans le sport. Puis il a vu un reportage, mais il y a 7-8 ans, sur Wim Hof. Puis il s'est dit, c'est quoi ce machin? Je vais aller le démonter. Je vais étudier un peu ce qu'il fait, puis je vais aller le rencontrer, puis je vais aller faire un stage avec lui, puis je vais écrire que c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Le problème, c'est que finalement, il a écrit un bouquin qui encense ce que le type y fait. Parce qu'il est devenu lui-même convaincu, alors qu'il était parti avec un regard très très critique. Alors on a tous la capacité de se faire, de faire changer son avis par quelqu'un qui est très convaincant et de se tromper. Hein. Ce n'est pas parce qu'il a changé son avis qu'il ne se trompe pas, donc on doit toujours avoir un regard critique. Mais toujours est-il qu'il y a quand même beaucoup de gens qui en rapportent des bienfaits. Nous, on les observe. Il y a un atelier ici aussi sur la cryothérapie, où l'utilisation du froid en machine, hein, comme ça, pourrait avoir des vertus intéressantes. Je dis bien pourrait parce que je ne vais pas vous dire c'est absolument clair. On n'a pas beaucoup de science, mais on en a un peu, qui nous disent que ça marche sur la fatigue, probablement assez bien, sur le sommeil. La taille du truc, c'est un peu l'importance des preuves qu'on a. Et le sommeil, c'est probablement là où on a le plus de choses intéressantes. Ça régule le sommeil, l'exposition au froid comme ça. Les douleurs musculaires, l'inflammation globalement, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire, moduler l'inflammation, donc je ne dis pas plus. Sur la performance, je ne sais pas, j'ai mis un tout petit truc sur la performance, parce qu'on a des athlètes qui utilisent ça régulièrement, et dans d'autres pays aussi, puis qui nous disent, moi, depuis que je fais ça, ma performance, elle va mieux. Après, c'est très subjectif, et puis vous voyez qu'il y a une grosse case ici à gauche, qui s'appelle placebo. Et j'aurais peut-être pu la faire plus grande si j'avais été extrêmement honnête. Mais je ne sais pas. En fait, on ne sait pas. Je pense que le placebo, il est toujours présent, et puis les autres trucs, peut-être, jouent un rôle aussi. D'accord. Le comportement, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a du froid? Habillement, échauffement, respecter l'intensité, je vous en ai parlé avec la fréquence cardiaque, ou bien avec les symptômes éventuellement, ou bien avec la personne qu'on sort du canapé, intensité plus basse. Les symptômes, très clairs, s'il y en a, il faut essayer de les comprendre. Si c'est juste au niveau respiratoire, on essaye le foulard. Si on a de l'asthme, peut-être qu'on a besoin de le traiter différemment.
Si on a des douleurs dans la poitrine ou qu'on fait des malaises, on va chez le docteur. Et puis les conditions météo, savoir que c'est différent s'il pleut, s'il vente, que s'il pas. D'accord ? Ce n'est pas juste le thermomètre. Alors l'habillement, les couches, c'est le principe des 3 couches. Et puis je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais c'est une couche proche du corps qui permet d'évacuer la transpiration. Ensuite, c'est une couche intermédiaire qui permet de faire un petit isolement. C'est typiquement la petite laine polaire ou différents types d'épaisseurs. Hein. Et puis après, c'est une couche soit gilet, on laisse les bras libres, qui coupe un peu le vent, soit complète, qui coupe le vent, soit Gore-Tex si c'est mouillé, etc. Évitez les chaussettes mouillées. Okay, ça, c'est une cata, parce que surtout si vous allez en montagne, trail blanc, etc. Les gants, faites pas l'économie des gants. Foulard devant la bouche, ça filtre et réchauffe l'air. Respiration nasale, ça peut être intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait réfléchir sur la respiration nasale. Là aussi, pas tellement de preuves, mais quand même des choses hyper intéressantes sur le fait qu'en faisant plus une respiration nasale, on sait qu'on filtre mieux l'air, donc on laisse plus les bactéries et les virus dehors, qu'on l'humidifie mieux et qu'on le réchauffe mieux que par la bouche. Donc peut-être que ça a un effet. L'échauffement, il doit être plus long. On fait attention aux pauses. Si vous êtes avec un groupe et que vous faites des séries, les pauses, elles vous refroidissent. Donc, plutôt des pauses actives quand on fait des séries dans le froid. Ou alors, si on est sur place, on fait ça. Naturellement, vous le faites, mais pensez quand même à le faire, plutôt que de faire entre 2 séries comme ça. D'accord ? Pensez à bouger, restez un petit peu chaud. Les intensités, j'ai dit limiter s'il y a plus de 40 ans, s'il y a des problèmes cardiaques ou de l'hypertension, j'ai dit. Si le sol il est gelé ou qu'il y a de la neige, vous êtes moins efficace en poussée. Vous glissez plus, vous allez vous fatiguer plus. C'est pour ça que l'intensité est plus difficile aussi. Donc, adaptez les vitesses, sachez que l'effort va être plus grand. Et globalement, le froid fait que vous ressentez l'effort de manière plus difficile. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de comprendre un petit peu la perception de leur effort, on gère en fonction de ça. S'il fait froid, on va un peu moins vite. Les symptômes classiques, et c'est des répétitions, c'est la difficulté respiratoire inhabituelle, c'est une fatigue, douleur, oppression dans la poitrine, sensation de palpitation, des battements cardiaques irréguliers, ou bien un malaise. On s'arrête et on demande conseil. Je sais que je l'ai dit 18 fois, mais c'est important. D'accord ? Et voilà, ça en gros, c'était mes 5 points que vous avez ici et que je vous ai mis au début. Je pense qu'il faut vraiment considérer ces choses-là parce que c'est totalement sain de faire du sport dans le froid si on l'aborde correctement, si on s'habille comme il faut, si peut-être quand il y a beaucoup de vent ou qu'il pleut fort, quand il pleuvine, on s'en fiche. Mais quand c'est vraiment hyper mouillé, qu'on va avoir les pieds mouillés et tout ça, vous allez vous refroidir plus vite. Ce n'est pas un problème de le faire, mais il faut savoir que vous allez vous refroidir plus vite. Si vous êtes en pleine santé, vous pouvez faire de l'effort intense, bien sûr, quand vous faites des séries et tout ça. Dans le froid, si vous montez l'intensité, vous allez aussi augmenter la génération de chaleur corporelle. C'est pour ça qu'on fait l'échauffement. Une fois que vous êtes dans votre intensité d'effort, vous ne sentez plus tellement le froid. C'est surtout quand vous l'arrêtez à la fin. Alors de nouveau, surtout quand vous êtes en groupe, quand vous avez fini votre entraînement, restez pas 28 minutes dans le froid dehors à discuter sur est-ce qu'il faut mettre un masque ou pas pour le coronavirus. D'accord ? Allez vous mettre à l'abri, mettez une veste, etc. Et puis évitez, parce que là, vous allez vous refroidir très très vite. Et puis, ce n'est pas dangereux, mais c'est mauvais pour votre récupération. C'est là où on se fatigue un petit peu plus et où on peut créer des blessures, des tendons qui commencent à poser problème, des muscles qui se refroidissent un peu beaucoup et le lendemain, on y repart et puis on fait une contracture musculaire. Donc, il faut penser un petit peu à ça. C'est comme ça qu'il faut le gérer. Donc, voilà. Donc, boucle d'or, elle est totalement faux. Ce n'est pas ni trop chaud ni trop froid. On peut toujours s'entraîner. 10-12 degrés, c'est quand même les températures optimales pour la performance, mais on n'est pas là pour la performance, on est là pour la santé. Et c'est ça qu'on doit mettre en avant. Et puis on a quelques minutes pour parler de questions.